Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde. Nous allons passer ensemble 90 minutes. Je me présente, je suis Hélène Gâteau et je travaille entre autres pour Ushuaïa TV, cette jolie chaîne qui est partenaire du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Et je vais vous accompagner au cours de cette table ronde dont le sujet est assez lourd, assez inquiétant. 3 mots, planète en danger. 3 mots, ça plante le décor tout de suite. Alors c'est difficile aujourd'hui, face à tous les rapports scientifiques que l'on lit, de rester insensible à la cause de notre planète. Pour autant, aujourd'hui, même si nous allons être factuels, nous allons être réalistes, j'aimerais aussi que l'on soit optimiste et que l'on soit apporteur de solutions. Puisque l'idée, c'est que nous ne sortions pas tous d'ici en ayant ce nouveau mal du siècle, cette nouvelle pathologie qui va devenir un enjeu de santé publique à l'avenir. Alors, je ne suis pas en train de parler du fameux coronavirus que l'on a en Chine. J'espère que personne ne vient de Chine, de cette contrée en Chine. Cela dit, si on parle de ce coronavirus, très clairement aujourd'hui, l'émergence de maladies infectieuses avec des nouveaux agents pathogènes que l'on n'avait pas vus jusqu'alors, elle est liée, elle aussi, au changement climatique. Et sa propagation à grande échelle, la panique qu'elle peut entraîner chez nous, c'est dû à notre monde tel qu'il vit aujourd'hui avec cette mondialisation des échanges, des transports de personnes, d'animaux et de marchandises. Non, la pathologie dont je parle aujourd'hui, c'est la solastalgie. Je ne sais pas si vous connaissiez ce terme. La solastalgie, c'est une dépression, une détresse due au changement de notre environnement. Alors, c'est sûr que quand on annonce des chiffres comme 75% de notre environnement terrestre, 66% de notre environnement maritime sont altérés, ou encore que nous avons dépassé 4 des 9 limites planétaires, c'est sûr qu'il y a de quoi peut-être commencer à souffrir de panique, d'angoisse, d'insomnie, et ce sont les symptômes de la solastalgie. Mais je suis sûre que grâce à nos intervenants ici aujourd'hui, nous allons plutôt ressortir de cette salle avec optimisme et non pas avec ce syndrome de détresse psychique. Enfin, je l'espère. Alors, autour de nous, autour de cette table, Joël Zask, je commence par vous présenter. Vous êtes philosophe, vous enseignez au département de philosophie de l'Université d'Aix-Marseille et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Participer, la démocratie au champ et Quand la forêt brûle. Jean-Pierre Gou, vous êtes également écrivain. Vous êtes l'auteur d'un thriller écologique révolutionnaire, Le siècle bleu. Et vous êtes également président de l'ONG Planet Earth et président de l'Institut des futurs souhaitables. Romain Troublé, vous êtes directeur général de la Fondation Tara Océan. Et Gunther Paoli, vous êtes économiste de formation, entrepreneur, auteur de nombreux ouvrages publiés dans le monde entier, père de 6 enfants, m'avez-vous confié, écrivain de fables, et à l'origine du concept de l'économie bleue. Alors forcément, on va tout de suite commencer cette discussion autour de la planète en danger par un sujet qui est brûlant, pour le moins. Et c'est avec vous, Joël, que je vais le commencer. Vous avez publié votre livre fin août 2019, Quand la forêt brûle, avant que les feux en Australie ne prennent l'ampleur qu'on leur connaît aujourd'hui. Est-ce qu'une telle situation, telle qu'on la vit en Australie aujourd'hui, est-ce qu'elle était prévisible? Et est-ce que nous rentrons là dans le cas, j'imagine, de ces méga-feux que vous décrivez? Pour parler, il faut appuyer sur le petit bouton rouge. Voilà. Et bonjour à tous. Est-ce que ces méga-feux étaient prévisibles? Ça fait une quinzaine d'années qu'on a changé de régime de feu. Et en l'occurrence, si on avait objectivé le phénomène, si on l'avait identifié, oui, on aurait peut-être pu le prévenir. En réalité, on a commencé à penser qu'on avait changé justement de nature de feu et d'échelle au moment où les gens des villes ont commencé à suffoquer. Et je crois que l'épreuve de la suffocation est peut-être un bon déclencheur à la fois physique et psychologique. Alors c'est par exemple quand les gens d'Irkoutsk ont commencé à suffoquer, qu'on s'inquiétait des feux en Sibérie, idem pour Sao Paulo au Brésil, idem pour Singapour en Indonésie, et puis aujourd'hui idem pour Sydney, Melbourne, etc. en Australie. Donc il y a quand même ce décalage. Je veux dire, ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que, je dirais, des peuples, des civilisations sont en train de brûler, et en même temps que la biodiversité, mais on ne s'en est pas ému très tôt. Et voilà, on en reparlera, mais il y a toutes sortes d'obstacles, je dirais, idéologiques
qui s'oppose à ce que nous objectivions, à ce que nous identifions ce phénomène qui, alors là je le précise tout de suite, en réalité est beaucoup plus fatal aux pays les plus riches, aux pays les plus industrialisés, et même d'ailleurs aux régions les plus industrialisées, c'est le cas de la région australienne qui est en train de brûler, qu'aux pays du Sud. Et je crois que c'est aussi une nouvelle donne, ça, c'est que les catastrophes liées au dérèglement climatique étaient envisagées comme devant toucher en priorité les pauvres, les arriérés, ceux qui ne savent pas se protéger de leur technologie. Or, là, ce qu'on voit, c'est que justement, toute technologie est non seulement responsable des méga-feux, alors pour toutes sortes de raisons, mais en outre qu'elle est absolument incapable de les contrer, de les contrôler. Ces méga-feux, comment vous les décrivez, Joëlle? Quelles sont leurs caractéristiques? Alors très rapidement, d'abord ce sont des feux d'une intensité extrême. On en a partout, hein. Là j'ai cité toutes sortes de pays, mais on en a eu en 2018, qui était le moment où j'ai commencé mon travail, suite à l'incendie d'une forêt que je connais bien, dans le Var. On en a en Europe, bien sûr, en Grèce, au Portugal, en France, en Espagne, etc., etc. Il y en a même en Angleterre. Il y en a dans tout le cercle boréal, en Australie, en Sibérie, en Alaska, dans le Groenland. Il y en a eu en Suède aussi, qui ont été terribles à la fin de l'été 2018. Donc voilà, on a le phénomène, si vous voulez, il est mondial. Il y a une image, moi, qui m'a beaucoup frappée, et ce qui n'est pas le cas des feux auxquels on est habitué, c'est ces fumées qui sont parties en quelque sorte des feux en Australie et qui ont fait le tour de la planète en 15 jours et qui sont revenus à leur point de départ. Ça vous donne une idée du caractère vraiment planétaire, finalement, de ce méga-feu. Ça, c'est une première chose. Après, il y a vraiment une question d'intensité. Les feux qu'on jugeait bons pour la forêt, faisant partie des cycles naturels, comme les brûlages dirigés, comme les feux naturels, ne sont pas du tout de cet ordre-là. Là, ces feux, au contraire, ils déstructurent les sols. Ils brûlent jusqu'au sommet des grands arbres, ce qui explique que, par exemple, les koalas est grillé au sens où il est inscrit, en quelque sorte, dans leur structure génétique de fuir vers le sommet des grands arbres, des eucalyptus en l'occurrence, quand les flammes lèchent la surface, mais là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, en fait, ils ont été pris par les flammes. Donc ça, c'est aussi je dirais, un autre élément qui me semble vraiment déterminant, c'est le fait qu'ils ne sont pas contrôlables, justement. Et donc là, c'est un argument plus anthropocentrique, si vous voulez, mais le méga-feu échappe vraiment à toute possibilité de contrôle, ce qu'on ne disait pas au moment des feux en Amazonie en 2019, il y a quelque temps. En revanche, là, en ce qui concerne l'Australie, on a commencé à avouer, en quelque sorte, sur le terrain, ce dont on prend acte aussi, d'ailleurs, en Californie en ce moment, que voilà, ces feux échappent vraiment à toute tentative, à toute possibilité de contrôle humain. Ils sont vraiment plus forts que n'importe laquelle de nos technologies. Et donc l'investissement massif dans ces technologies qu'on appelle le complexe industriel du feu, qui coule d'ailleurs les budgets des parcs et des forêts, sont finalement relativement vains. Et en France, si on revient donc à l'échelle de notre pays, est-ce que, vous avez parlé d'un incendie dans le Var, est-ce que la France va être aussi en proie à l'avenir au méga-feu? Est-ce qu'il y a ce risque? Alors, on était parti de l'idée de se rassurer, mais non, là, il faut vraiment s'inquiéter parce qu'on ne peut pas, effectivement, contrôler ces feux. On ne peut pas non plus s'adapter, hein, contrairement à ce que prétend une certaine vision optimiste de l'Anthropocène, puisqu'une fois que le feu est là, la seule solution, c'est de fuir. Et donc, effectivement, malheureusement, la France serait exposée au risque de méga-feux pour moitié d'entre elles, en quelque sorte, et la moitié de ces municipalités dès 2050. Donc, les feux, là, ils remontent, si vous voulez. On en a dans le Gard, on en a en Provence, on en a dans le Var, qui sont d'une gravité extrême. Vous avez des feux qui brûlent jusqu'à la souche des grands arbres et qui consument les racines, qui sont tout à fait incontrôlables. Donc, il y a toutes sortes de pratiques sur place qui se mettent en route, en quelque sorte, qui ressemblent à des opérades au sens corse du terme. On en parlera ensuite, j'imagine. Mais justement, qui sont destinées à la prévention, mais faute de laquelle... tout va partir en fumée. Enfin, je veux dire, je crois que c'est vraiment un scénario catastrophe qu'il faut envisager, qui est envisagé par la NASA d'ailleurs, qui a disposé des capteurs capables de vous brosser en temps réel un planisphère des feux aujourd'hui, qui constate le rapprochement entre les foyers, parce que le nombre de foyers n'est pas vraiment déterminant, mais c'est plutôt l'intensité des brasiers et la propension des brasiers à se rassembler en un seul grand brasier qui génère son propre climat.
Bon, ça, on en a parlé à propos de l'Australie. Et donc, voilà, et qui envisage un embrasement de toutes les terres émergées. Bon, il n'y a pas de date. Donc, franchement, oui, la France, enfin, tous les pays sont exposés, mais la France doit l'être, enfin, l'est également. Le rapport qui établit ce risque est celui du plan d'adaptation au changement climatique. Le terme d'adaptation étant, à mon sens, relativement mal choisi, puisque, encore une fois, on ne s'adapte pas, mais plutôt, il faudrait parler d'un plan de prévention lié aux risques générés par le changement climatique et un plan de criminalisation des activités qui génèrent ce dérèglement. Alors, il nous reste, face à ces méga-feux à sauter à l'eau, Romain, je vous passe la parole. Les océans sont relativement à l'abri des méga-feux, mais alors eux, ils subissent d'autres impacts. Avec votre fondation, vous avez parcouru la planète. Vous avez fait 20 fois le tour de la planète et fin 2019, vous êtes revenu d'une expédition pour étudier les fleuves en Europe. Quel est l'état aujourd'hui justement des océans, des fleuves? Qu'est-ce que vous en avez appris de tout cela? Bonjour à tous, bonne année à tous. Et oui, il faut être positif aujourd'hui. Effectivement, on parcourt la planète depuis 15 ans maintenant à bord d'une goélette avec des scientifiques à son bord du monde entier. Et on a fait effectivement 400 000 km, 20 fois à peu près le tour de la Terre. On n'a pas fait le tour de la Terre à chaque fois, mais on a cette distance. On est passé au pôle Nord pendant 2 ans, non-stop. Aujourd'hui, l'océan il est impacté par toute notre activité. Il est impacté, quand on parle des récifs coralliens, on a passé 2 ans dans le Pacifique à s'intéresser à 30 pays du Pacifique, entre Panama et la Chine, et le Japon et la Nouvelle-Zélande, et pour mesurer ce blanchissement des coraux et comprendre surtout pourquoi, au niveau moléculaire, au niveau biologique, pourquoi ces coraux blanchissent aujourd'hui, subissent les effets de la température et d'autres polluants. Et d'ailleurs, les feux en Australie vont avoir un impact sur les retombées, sur les eaux, sur les récifs, bien sûr. Donc les océans vont être impactés aussi. Alors de ces méga-feux, quand je faisais la transition en disant qu'on se jette à l'eau, on sera plus en sécurité des méga-feux, il se passe quelque chose quand même alors? Non, tout est interconnecté. Tout ce qui coule dans la mer affecte l'écosystème marin. Tout ce qui tombe dans la mer affecte aussi la surface de la mer. Le CO2 de notre atmosphère affecte l'acidité de l'océan. Il devient plus acide. C'est une des questions qu'on voit aujourd'hui émerger à l'horizon 2100. Beaucoup de zones d'océan deviennent anoxiques à cause de la température qui chauffe. La surface de l'océan chauffe, est trop légère pour couler, et pour cette circulation verticale de sphères, ça provoque des zones anoxiques gigantesques aujourd'hui, où il n'y a pas de poissons. Il y a quelques bactéries anaérobies, mais il n'y a pas beaucoup de poissons ou de biomasse. Voilà, des mesures, il y en a beaucoup. La mer gelée de l'Arctique, donc l'océan Arctique qui gèle, qui fait une banquise. Cette banquise, en 40 ans, on a perdu 70% de son volume. On parle beaucoup de sa surface. Elle faisait 3 mètres de moyenne en années 80. Aujourd'hui, on est à 1 mètre de moyenne, 40 ans après. Donc, on parle vraiment... La surface est une chose, mais surtout le volume de glace qu'on a fait fondre dans ce temps-là est assez colossal. Et dans les recherches de Tara, on fait beaucoup de génomique, alors beaucoup d'ADN. On a découvert 150 millions de nouveaux gènes, on a découvert beaucoup d'espèces, beaucoup de virus. D'ailleurs, on a découvert un aujourd'hui récemment en Chine, mais des virus, il y en a énormément dans la planète qu'on n'a jamais encore identifiés. Et ces écosystèmes, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils sont archi liés à la température de l'eau. Si vous prenez un seau d'eau dans la mer et vous regardez qu'est-ce qu'il y a comme bactéries dedans, à la surface, n'importe où, vous pouvez déterminer la température de l'eau à 0,1 degré près. C'est-à-dire que vous changez un peu la température de l'eau, vous changez les bactéries, donc vous changez l'écosystème, vous changez plein de paramètres que l'océan aujourd'hui, de fonctions que l'océan nous apporte aujourd'hui. Changer en bien, changer en mal, on ne sait pas. N'empêche qu'il y a un très très fort lien entre la température de l'eau et son écosystème aujourd'hui. Et cet écosystème-là, on parle de choses parfois invisibles. 80% de la biomasse des océans, tout ce qui vit dans la mer, c'est invisible et microscopique, c'est du plancton qui tous les 3-4 jours se renouvelle à quasiment 100%. Il y a une machine là de vivant, il y a une machine là qui tourne à notre insu. Mais alors ce renouvellement, on dit justement que c'est la capacité de résilience de l'océan. Exactement, cette vitesse de multiplication et de renouvellement de ces microalgues, de ces protistes, de ces virus, etc. C'est ça qui fait que l'océan est finalement résilient. Dès qu'on lâche une pression, on voit bien dans le monde entier, dès qu'on lâche une pression sur une zone protégée, par exemple, assez rapidement, l'océan reprend l'activité. Parfois, elle change parce que les conditions ont changé, du coup, des espèces sont plus adaptées. C'est le cas des coraux.
Quand on dit que les gros coraux blanchissent, on ne parle pas de tous les coraux d'une barrière, on parle de quelques espèces qui blanchissent. Et demain, ça va changer, c'est sûr. Beaucoup de choses ont changé dans l'océan. Mais les barrières de corail vont changer, les espèces vont changer, ça ne ressemblera pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. Elles ne vont pas toutes disparaître à l'horizon à 50 ans. En tout cas, ça va changer. Ce qu'on connaît aujourd'hui ne sera plus ce que sera demain. Quel va être l'impact sur les pêcheries, sur les communautés locales, sur l'économie? Tout ça, il faut le définir. On n'a aucune idée d'aujourd'hui de savoir comment ça va changer. Gunther, vous avez été toujours animé par une volonté justement de travailler en accord avec un développement durable, et puis vous vous êtes rendu compte, par exemple, dans le lancement de votre marque EcoVert, excusez-moi, je mets le micro, qu'il y avait un impact sur l'huile de palme, enfin que vous utilisez de l'huile de palme qui entraînait une déforestation. Quand vous avez été alerté de cela, quel a été votre sentiment? Comment vous avez réagi en vous rendant compte que vous aviez un impact que vous sous-estimiez sur la planète? Alors, c'est évident que quand je me suis lancé dans la détergence à l'époque, notre but, c'était de vraiment régler le problème des rivières en Europe avec des savons qui étaient à l'époque et encore aujourd'hui des savons qui continuent à laver les poissons même après qu'on a fait le lavage de ces vêtements. C'est assez incroyable que nous continuons à laver pendant 3 mois tout ce qui est dans l'eau. C'est une folie absolue. Et on continue aujourd'hui, hein. Parce que la définition de la biodégradabilité, c'est que vous avez un produit qui se dégrade à 80% dans une eau de 25 degrés. Mais je vous demande où est-ce que vous avez 25 degrés. Et comme c'est logarithmique, alors là, vous voyez immédiatement que c'est quand même une folie. On nous prend pour des cons. Et on répète. Alors, moi, j'ai trouvé alors à l'époque la formulation développée par des scientifiques. On dit, bon voilà, c'est l'huile de palme. J'ai dit, bon voilà, on va faire l'huile de palme jusqu'au moment que je débarque comme le premier acheteur en Belgique de l'huile de palme. Je me rends compte que je nettoie les rivières en Europe en détruisant les forêts et l'habitat de l'orang-outan. Alors là, moi je me croyais gourou, bah oui, on n'est plus gourou, hein. Et je crois que c'est ça le problème. J'ai compris à ce moment-là que le fait d'avoir un produit biodégradable ne veut pas du tout dire que vous êtes durable. Et nous avons super simplifié tout ce qui est durable, et on oublie que durable, ça veut dire un écosystème. C'est le système entier qu'il faut quand même garder en compte et développer alors des modèles d'affaires. Alors moi, je dois vous dire, je me suis dit à ce moment-là, est-ce que je fais faire moins mal? Est-ce que je vais chipoter un peu dans la formulation? Et je suis très vite arrivé à la conclusion, faire moins mal, c'est mal. Voler moins, c'est voler. Polluer moins, c'est polluer. C'est évident qu'il faut avoir 0. 0 point de départ, pas objectif. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il faut être un homme, une femme éthique, avec des valeurs, et vous vous posez la question, qu'est-ce que mes enfants font penser de moi si moi, pour le fric, je dis, mais alors, je ne fais pas dégâts sur 10 000 hectares, mais seulement des dégâts sur 5 000 hectares. Au lieu d'éliminer l'habitat pour 500 orang-outans, je ne le fais que pour 200. Alors, je fais bien, hein. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la logique de toutes les grandes entreprises du monde, sans exception. Et il faut le dire. C'est pour ça que je mets cravate, parce que sinon, on me considère un peu trop vert. Mais il faut bleu. Donc ça pose quand même un problème dans notre société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de l'anthropocène, on parle de l'impact de l'humain sur le dérèglement climatique, mais même si on est même si on est investi de bonnes résolutions, c'est compliqué aujourd'hui. Non, c'est pas compliqué du tout. C'est pas du tout compliqué. On nous fait apparaître que c'est compliqué. Le problème principal qu'on nous donne tous les jours, d'autres rapports, d'autres analyses, d'autres recherches, d'autres choses, et on perd la vue sur toutes les grandes opportunités devant nous.
Il faut faire des portefeuilles d'opportunités au lieu de continuer à tâcher de faire des accords avec des COP 1, 2, 3, alors 25, 26, 27. Moi, j'étais à COP 1, COP 2, COP 3, plus de COP. Hein. Alors, c'est fini. Hein. Si on n'arrive pas à trouver des solutions avec 3 COP, fini les COP. C'est quand même, il faut le dire. Je suis désolé. Et alors, c'est là où nous nous sommes obnubilés avec les problèmes qui sortent tous les jours avec des nouveaux rapports et nous n'avons pas des visions, des vues claires sur les portefeuilles d'opportunités. Et c'est ça ce qu'il faut. Il faut quand même dire à Greta et ses amis que c'est fini de dire que alors vous avez volé mon futur et je ne connais pas de solution. Alors c'est notre responsabilité des vieux d'inspirer les jeunes, de voir des solutions qu'on n'a jamais vues auparavant. C'est notre rôle. C'est pas de faire des analyses et dire il y a des microplastiques dans l'océan. Je le sais. Alors quoi? Alors quoi? Ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire une campagne publicitaire comme fait quelqu'un et on va mobiliser tout le monde pour savoir qu'il y a des microplastiques? Vous savez, à Saint-Tropez, vous savez combien de microparticules par litre d'eau à la plage? 8000. Vous voulez encore nager? Vous avez l'intérêt de nager dans des microparticules? Ah mais non. Mais alors maintenant, c'est là. Quelle est la solution? Et nous sommes trop obnubilés, encore une fois, par la technologie, la robotique, l'Internet et tous ces jeux-là. Il faut demander à la nature quelle est la solution que vous avez. La nature est fâchée. La nature nous envoie les enfers. Et c'est là où nous font dire qui, dans ce drame de l'Australie, quels sont les êtres vivants qui nous donnent de bonnes idées. Et ce sont les goannas. Vous connaissez les goannas? Les goannas, quand il y a un feu, ils disent « je creuse la terre et je vais attendre jusqu'à ce que c'est passé ». Et ce sont eux qui passent après pour manger les koalas, ils mangent tout ce qui a été brûlé. Mais là, c'est une intelligence. Les goannas sont ceux qui ont appris à creuser la terre et s'enfermer et pour faire passer tout. Ils savent le faire. Alors pour moi, ça c'est l'animal qui a de l'intelligence adaptée. J'aimerais bien apprendre cet animal. En Afrique, on a eu des savannas brûlants durant des millions d'années. Il y a 200 variétés d'arbres qui ont dit quoi? Alors, si c'est trop chaud en haut, je vais vivre en bas. Alors, il y a 200 variétés d'arbres qui ont plus de 5 000, 6 000, 10 000 d'années. Ils survivent parfaitement avec la totalité d'arbres sous terre. Alors, moi, je vais apprendre cet arbre. L'intelligence, c'est dans cet arbre-là. C'est là où nous avons, quand même, comme être humain, il faut que nous ayons l'humilité pour dire « j'aimerais bien apprendre, pas à propos de la nature, non, je dois apprendre de la nature. La nature m'enseigne. » Après 4 milliards d'années, mesdames et messieurs, les seuls grands maîtres sur cette terre, c'est la nature, les écosystèmes et les espèces. Alors ça nécessite parfois d'avoir une vue, de prendre un petit peu de hauteur, justement pour voir ce que la nature peut nous apporter. Là, je me tourne vers vous, Jean-Pierre, puisque vous, votre cheval de bataille, c'est justement prendre de la hauteur par rapport à cette planète. Vous parlez de l'overview effect et que c'est lui aussi qui pourra nous aider à changer notre façon de voir le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet overview effect? Oui, tout à fait. Juste une petite chose par rapport à Gunther Pauli. Moi, il y a un autre animal qui s'est révélé dans cette crise en Australie, c'est le wombat, parce que non seulement il creuse des terriers, mais en plus il invite des animaux d'autres espèces dans son terrier. Donc, il est solidaire. Il cultive l'entraide, et l'entraide, c'est une autre loi de la nature qui est très importante, et qui heureusement est là, parce que sinon, s'il n'y a que la compétition, le monde ne tiendrait pas. Voilà. Moi, j'ai toujours été dans la recherche des solutions, parce que comme beaucoup de gens, depuis 25 ans, je suis les évolutions des dégradations qu'on fait à notre planète, et j'essaye de voir qu'est-ce qui pourrait nous inspirer pour avancer tous ensemble, quoi. Et qu'est-ce qui pourrait nous aider à passer d'un monde de la combustion à un monde de la régénération. Donc
Au départ, moi j'étais beaucoup à regarder quelles étaient les solutions et comment elles pouvaient s'assembler ensemble. Et il y avait très peu d'essais ou de choses qui agençaient ces solutions pour nous donner une vision du futur. C'est pour ça qu'au départ, moi je me suis mis à écrire des romans parce que c'était une façon d'agencer et de raconter comment une révolution pour arriver et changer les états d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, si l'état d'esprit ne change pas et si la relation qu'on a au monde et qui du coup est notre relation au monde économique ne change pas, on peut changer tout ce qu'on veut, ça sera des coups d'épée dans l'eau. Il y a vraiment quelque chose de plus fondamental. La question, c'est pas de sauver la planète, c'est de transformer la façon dont les humains vivent. Et transformer, ça veut dire aussi se transformer soi-même, parce que si on ne change pas, on ne pourra pas changer le monde. Et dans les choses que j'ai décelées dans mes recherches, quand on regarde qui sont les gens qui ont changé rapidement eux-mêmes et qui ont changé leur rapport au monde, je suis tombé sur les astronautes, quoi. Et les astronautes, quand ils sont partis dans l'espace au départ, ils n'étaient pas partis pour avoir des révélations, ils étaient partis pour avoir une mission bien précise, souvent dans un esprit de conquête ou un esprit scientifique ou d'ingénieur, voire même militaire. Et quand ils ont été dans l'espace, la chose qui les a tous frappés, c'est la vision de la Terre. Et il y a une grosse partie des astronautes qui, en voyant longtemps la Terre depuis l'espace, ont été transformés et ils ont compris des choses qu'on ne peut pas comprendre ici-bas. Et c'est des choses très simples qu'on devrait tous savoir. C'est la conscience qu'on vit dans un monde fini. Et la conscience qu'on vit dans un monde interconnecté, quoi. Et cette notion de finitude et d'interconnexion, eux, ils l'ont compris par les tripes, par les émotions. Et au départ, moi, dans le roman, j'ai essayé... Donc, il y a un personnage qui est un astronaute, qui rêve en voyant la Terre, qui communique un peu ses émotions. Et cette émotion crée un élan mondial qui crée une révolution bleue et qui change le rapport... via les yeux de cet astronaute, le rapport qu'on a au monde. Et en écrivant ce roman, je m'étais dit, mais on doit pouvoir faire cette expérience et donc recréer cette transformation qu'ont vécu les astronautes. Donc elle a un nom, ça s'appelle l'Overview Effect, et de recréer ça informatiquement pour que tout le monde puisse, sans devoir aller dans l'espace, parce que ça coûterait très cher, ça serait extrêmement polluant, de pouvoir vivre ce que les astronautes vivent. Donc il y a quelques années, on a créé un projet qui s'appelait Blue Turn, et qui, pour la première fois, a réalisé des images de la Terre qui tournent en entier. Il n'y en avait pas eu avant. Et en fait, c'était l'intuition que j'avais dans le roman, c'est que ces images pourraient ouvrir les cœurs, parce que voir la Terre en entier, on n'avait qu'une photo qui était Blue Marble, qui avait changé le monde il y a 45 ans, et de la voir en entier qui tourne, il y aurait quelque chose de très lancinant, de poétique. Et ces images, il y a eu plus de 200 représentations de ce film, des conférences, et ça a vraiment ouvert les cœurs. Et là, on travaille à la suite pour vraiment créer une expérience digitale. On travaille avec des musiciens, des designers, des sound designers, et une expérience digitale inédite pour avoir un overview effect collectif et connecter des millions de personnes ensemble autour de la Terre, avec l'idée de changer la vibration des gens et d'avoir envie de s'engager, non pas parce qu'on a peur, parce que quand on a peur, ça donne quoi comme envie? Ça donne une envie de fuir, quoi, tu vois. Donc, et cette planète, on ne peut pas la fuir. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas la fuir. Donc ce qu'il faut, c'est s'engager, se transformer, et unis par la vision qu'on a de ce vaisseau Terre, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible. C'est une expérience dans laquelle nous, on ne met quasiment pas de mots. Je veux dire, il n'y a pas de chiffres, on ne parle pas de taux de pollution, de taux de CO2, etc. C'est juste par l'émerveillement d'ouvrir les cœurs et d'espérer avec ça de déclencher une envie de s'engager autrement et de créer, parce qu'on a besoin du pouvoir créateur et des rêves de chacun pour créer cette révolution. Cette image de la planète, quand on parle de la planète, on a tous dans notre conscience justement une image, une photo, mais finalement on se rend compte dans ce que vous dites aussi qu'on est très peu à l'avoir vraiment vue, ouais. Même juste sur des images, je ne parle pas des astronautes. Et j'ai regardé sur votre application Blue Turn, j'ai regardé justement cette Terre qui tournait, et c'est là qu'on se rend compte à quel point effectivement on en a une image, mais la voir de cette façon-là, moi, ça m'a bouleversée. Ouais. Enfin, merci. Et il y a eu vraiment beaucoup de témoignages de ce type-là. Et en fait, dans le projet Blue Turn, on n'avait pas travaillé sur toutes les cordes émotionnelles pour pouvoir tirer tout le
on va dire, tout ce que cette image nous révèle. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec des musiciens qui ont créé vraiment une musique qui, nous fait sentir dans l'espace, donc presque en apesanteur, et une musique qui soit un dialogue de cœur à cœur entre soi-même et le cœur de la planète et les autres humains connectés. Donc c'est un gros travail. Donc pour l'instant, l'ONG qu'on a créée, elle s'appelle Planet Heart, Planète Cœur. L'expérience, elle aura peut-être un autre nom, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou me suivre et vous aurez des informations. En tout cas, le projet va être révélé dans 1 mois et demi. On va lancer un Kickstarter pour le financer et l'opération sera lancée au mois de juin avec voilà, l'ambition de réunir des millions de personnes ensemble au même moment sur la Terre, toutes les heures, et non pas un seul jour, à travers les pays, et que ça soit quelque chose de cross-culturel, universel, et qu'on ait ce langage commun de la Terre entre nous, quoi. Alors vous parlez de l'émerveillement, pourtant dans votre livre L'affaire du siècle, on est plutôt sur quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'effondrement et d'un seul coup de quelque chose d'assez dramatique qui est en train de se jouer. Alors sur quel scénario faut-il justement, quels sont les scénarios à tirer pour entraîner une action? Alors je m'adresse aussi bien à vous Jean-Pierre que à tous les autres intervenants autour de la table. Juste donc le livre s'appelle Siècle bleu, c'est pas l'affaire du siècle. Pardon. Mais le livre, il se passe dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'était important de développer une fiction qui ne se passe pas dans le futur ou dans le passé ou dans un autre... Je veux dire, il se passe dans le monde de maintenant, et le cadre dans lequel on évolue, il est assez noir. Mais dès que vous changez le regard, il y a des tas de gens qui font des choses extraordinaires et qui s'engagent et qui vont aider des gens dans les hôpitaux, qui vont aider des enfants. Donc des gens engagés, il y en a partout. Donc soit vous pouvez regarder les problèmes à la télé, soit vous pouvez regarder les solutions et passer votre temps à aider les gens qui font des solutions ou proposer des solutions vous-même, plutôt que de se lamenter en disant que la fin du monde est possible. Tout ce qui existe dans le monde réel est la production soit d'un rêve, soit d'un cauchemar de quelqu'un. Donc ces tables, cette moquette, etc., c'est quelqu'un qui rêvait d'une entreprise qui faisait ces moquettes-là. Donc aujourd'hui, les rêves et le pouvoir créateur des gens, c'est ça qui va nous sauver. Donc c'est ça qu'il faut mobiliser. On aura besoin de tout le monde là-dessus. Donc pour moi, ce qui est clair, c'est d'un appel massif à ce que chacun, à son échelle, en accord avec ses passions et ses compétences, participe un peu, au maximum de son temps, à ce grand élan de transformation et de ne pas attendre de Macron ou de l'ONU ou des COP qui changent le monde. Ça ne se passera pas comme ça, quoi. C'est à chacun de nous de le faire. Alors faire appel à notre esprit créateur, mais aussi s'inspirer donc de la nature. Alors c'est ça aussi qui est important, Gunther. Parce que vous, l'économie bleue, donc on s'inspire de la nature, mais on est au-delà du biomimétisme. Alors, la nature a 2 atouts extraordinaires. 2 atouts extraordinaires de la nature. 1, la nature ne connaît pas les déchets. Les déchets n'existent pas. Le seul être vivant sur cette terre qui est capable de produire quelque chose que personne ne souhaite avoir, c'est nous. Alors, quelle intelligence, hein! Nous sommes les plus intelligents parce qu'on sait faire de la merde et on ne sait rien faire avec. C'est quand même incroyable. Nous sommes Homo non sapiens. Nous ne sommes pas Homo sapiens sapiens. Nous sommes Homo non sapiens. On n'a aucune idée de ce qui se passe sur cette terre. Deuxièmement, dans la nature, il n'y a pas de chômage. Alors ça m'inspire. Hein. C'est beaucoup plus que biomimétisme. Hein. La nature, il n'y a pas de chômage. Tout le monde travaille toujours pour le bien commun, avec des intérêts selon ses capacités. Et tout le monde est en train de se perfectionner tout le temps. C'est l'évolution. C'est quand même incroyable. Alors que je crois dans l'intelligence artificielle, les robots ou quoi? Mais non, la nature, elle me donne toutes les réponses. Et c'est pas parce que je suis naturaliste, je ne suis pas nudiste, je ne suis pas là-dedans, mais je suis quand même fasciné par le fait que les virus bouffent 20% des bactéries chaque jour dans les océans. Et combien de virus est-ce que nous avons déjà typologés? Alors, 5000. C'est quand même fou. On est en train de faire l'ADN, on est en train de faire des OGM, on fait tous ces mais on oublie qu'il y a des milliards de virus et on a typifié 5. C'est quand même incroyable. Mais je vous pose la question, comment monte la pomme dans l'arbre? Vous pouvez me donner les 7 lois de la physique qui permettent à la pomme de nier la loi de gravité? Alors je vous lance le défi, à la fin de cette réunion, vous me donnez les 7 lois de la physique. Je vous garantis, personne n'est capable de le faire. Mais quelle ignorance! Si vous ne savez pas comment monte la pomme, et vous êtes content de savoir comment elle tombe, alors là, c'est quand même pas durable dans son approche. C'est-à-dire que pour moi, le grand défi que nous avons, c'est effectivement la nature.
elle s'organise, elle sait le faire, et nous avons un égocentrisme et une arrogance si forte qu'on ne veut même pas l'apprendre ni le faire. Ah non, ADN, manipulation génétique, oui, oui, ça on va faire. Hein. Ah oui, là, on est bon. Hein. Mais dans le vrai fonctionnement, comment est-ce qu'il est possible qu'une baleine est capable de pomper 1000 litres par palpitation, par battement, battement du cœur, avec 6 volts sans batterie, pendant 80 années sans maintenance? Alors là, vous dites, vous demandez aux ingénieurs, vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne, 1000 litres 6 volts sans batterie? Les ingénieurs disent, mais c'est pas possible. Mais monsieur, j'ai des millions de baleines dans l'eau qui font exactement ça. Je ne dis pas que c'est pas possible. Et c'est là où nous avons perdu vraiment de vue la réalité des choses. Et c'est là où il faut arrêter de parler avec des gens de notre âge, je suis désolé, il faut parler avec des gens de cet âge-là. Alors il faut arrêter, parce que c'est fichu pour nous. Hein. Alors là, on a maltraité la terre et on n'a rien fait. Et toutes les bonnes initiatives que nous connaissons, parce que je connais des gens engagés, j'ai fait le travail avec l'Union européenne quand le commissaire de l'agriculture me demanda, mais Günther, alors il faut faire quelque chose avec l'agriculture. Oui, il faut faire quelque chose avec l'agriculture. C'est évident qu'il faut faire quelque chose avec l'agriculture. Parce que les pauvres agriculteurs ne gagnent plus la vie. Pour 300 € moyenne par hectare, c'est quand même fini. Alors, il a dit, oui, mais on a fait une analyse. La Commission a financé plus de 1 million d'initiatives sur 30 ans pour s'imaginer l'agriculture de futur. Alors, quel est le résultat? Rien. Les statistiques n'ont pas changé. Même avec permaculture, qu'on j'adore, on ne change pas les statistiques. Alors, nous devons nous proposer quand même des opportunités pour changer les statistiques. Pas pour satisfaire la personne engagée. Et c'est là où on n'a pas le rassemblement aujourd'hui. On n'a pas le rassemblement. Et on n'a surtout pas la volonté politique de le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai seulement une mission, 2 missions. La première, inspirer les jeunes. Et la deuxième, c'est faire. Et si on me dit c'est pas possible, je le fais. Si on me dit que c'est pas permis, je le fais. Il faut devenir guerriero. Il faut devenir maquillard. C'est fini, mais pas pour être contre et pas avec des fusils, mais en faisant des choses. Aujourd'hui, 25 ans après que j'ai lancé l'initiative de cultiver des champignons sur le marc café, je suis certain que tout le monde connaît le projet, nous avons 5000 entreprises. Et on m'a dit, Günther, bravo. J'ai dit non. Quand nous avons atteint 1 million d'entrepreneurs, je suis content. 1 million. Parce qu'avec 1 million, je change les statistiques. Avec 5000, je suis un cas pour étudier à l'INSEAD. Un cas. Bon, voilà, on prend des cas. Et c'est là où je crois qu'il est important d'inciter les jeunes, d'arrêter d'étudier, d'arrêter la chasse des diplômes, d'arrêter les universités, faire faillite les universités privées. Il faut faire faillite les universités privées. Il faut les rendre faillites parce que nous avons besoin de gens qui prennent l'initiative, qui mettent les mains là-dedans et qui font. Et si on n'a pas la culture de faire, comme chaque enfant à 3 ans souhaite faire, l'enfant ne fait pas un planning stratégique pour la journée. Hein. Romain, ça fait partie, vous aussi, justement, de votre mission avec la Fondation Tara Océan, c'est de sensibiliser les jeunes dont parle Günther. Vous avez tout un pan de pédagogie. Avec justement quelle idée en tête? Les émerveiller, partir aussi sur une idée aussi de leur faire peur en leur faisant prendre conscience de ce qui est en train de se passer sur notre planète. On n'essaie pas de faire peur. Je crois qu'il faut être réaliste, hein. Par contre, il faut connaître les problèmes, il faut les identifier, il faut les regarder en face. Et je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'être optimiste, en fait. Optimiste pas dans l'avenir, hein, dans notre capacité à faire. On va y arriver. On est toujours arrivé, pour arriver aujourd'hui ici, on est toujours arrivé à trouver des solutions à nos problèmes. On en a eu beaucoup dans le passé, en tant qu'humanité. Et je pense qu'il faut donner cette envie de faire. Et quand on voit, on a tendance à croire souvent, la planète, on a tout découvert, il faut aller sur Mars maintenant, tout est là, tout est déjà derrière nous, on n'a plus rien à découvrir.
Vous prenez un seau d'eau devant Le Havre, devant Saint-Tropez par exemple, hein, vous allez découvrir des milliers, si ce n'est pas des millions, d'espèces. Si vous prenez les bons outils, vous allez découvrir... On a découvert sur ce bateau 36 mètres, avec 150 chercheurs, 150 millions de nouvelles espèces, 100 000 nouveaux virus marins à ADN, qui ne sont pas des virus pour nous, ce sont des virus pour les bactéries, etc. On a découvert des microalgues, on a découvert 100 000 espèces. Tout ça à la surface de la mer, pas dans les abysses, à 1 mètre de profondeur. C'est devant nous, on ne le voit pas. Et cet écosystème-là, par exemple, depuis toujours, il s'est adapté pour ne pas se faire manger par le copain, pour prendre les nutriments avant le copain, pour faire sa carapace avant. Ils ont beaucoup collaboré, beaucoup de symbiose. L'évolution est un résultat de la symbiose des organismes entre eux aujourd'hui. C'est comme ça que la vie a évolué, par symbiose, en se prenant les uns les autres des gènes. Tiens, c'est intéressant, celui-là, je vais le prendre. Hop, je me mets à respirer. Tiens, celui-là, c'est intéressant, je vais le prendre aussi. Tiens, je peux faire ma carapace en verre, je vais la faire en calcium, etc. C'est cette idée-là que nous, on s'attache à donner aux enfants en disant, il y a tout ça à faire. À quoi servent? On a découvert des gènes, on est content. Moi, j'ai 45 ans, on a découvert 150 millions de gènes. Tout est open source, tout est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font, ces gènes? On n'en sait rien. C'est le next step. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gènes? Comment ils vont nous amener à... Dans la mer, il y a des microalgues qui font pareil que le glyphosate. La même chose, mais naturellement, parce que c'est leur vie qui est comme ça. Et si on les prend et qu'on les met dans les champs, ça marche. Sans chimie, sans perturbateurs endocriniens, tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses là-dedans. Et c'est cette idée-là qu'on essaie de donner aux enfants. C'est de dire que demain est à inventer. C'est devant nous. Moi, j'ai des enfants. Depuis que j'ai des enfants, j'en ai 2. Mon fils s'appelle Nemo. Pour vous dire... Pas Disney. L'autre Nemo. Lequel? Celui du Nautilus, de Jules Verne. Bref, mais c'est pour vous dire que moi, le jour où j'ai un enfant, je n'ai pas pensé le monde à 40 ans, mais à 100 ans. Sa vie à lui, sa vie à eux. Et ça change de perspective, parce que d'un seul coup, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme monde? Et je suis d'accord avec Gunther que notre responsabilité à nous de 40 ans, 50 ans, c'est d'inspirer de 60. Lui, il inspire, moi pas encore. Les 60 ans, ils inspirent, et nous, on est là pour mettre le cadre pour que le changement arrive à Dienne. Il faut qu'on crée les conditions pour que ceux qui arrivent derrière nous, là, exactement, ils aient le champ pour avancer, qu'ils aient des routes déjà qui partent pour aller sur les routes et aller plus loin que nous, on peut aller dans notre carrière. Et c'est ça qu'on essaie d'insuffler aux enfants. C'est la découverte. On peut y arriver, il y a tout à découvrir, et c'est pas au fond de la mer, il n'y a que les milliardaires qui peuvent y aller, c'est sur la plage, les qu'à se baisser. Joël, en tant que philosophe, quel est justement le rôle de l'homme dans nos écosystèmes? Est-ce qu'il faut qu'il s'inspire? Est-ce qu'il faut qu'il intervienne? Est-ce qu'il faut qu'il préserve? Comment se place-t-on pour notre futur? Eh bien, je crois que le feu, qui est l'exemple dont je suis partie, mais qui pourrait servir un peu de paradigme pour bien d'autres situations, est très très politique. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne pense pas d'un côté que la nature soit si bien faite que ça. C'est-à-dire que la nature qui constitue nos conditions d'existence humaine sur la Terre, c'est une nature un peu particulière. Ça n'est pas toute la planète. Je veux dire, la planète, effectivement, elle a 4 milliards d'années, elle nous survivra, elle n'est pas du tout en danger. Ce qui est en danger, ce sont vraiment nos conditions d'existence sur la Terre. Et nos conditions d'existence incluent tous les êtres que nous connaissons, tous les êtres que nous étudions. Il faut des universités pour les étudier, à mon avis. Je veux dire, c'est très compliqué d'arriver à la connaissance, effectivement, des équilibres, à la connaissance de la multiplicité des êtres, à la connaissance des biotopes, etc. etc. Donc, Donc, nos conditions d'existence, c'est l'ensemble de nos civilisations et l'ensemble aussi des échanges qui se passent entre nos civilisations et qui créent, comme un monde commun. Donc, moi, personnellement, d'où je suis partie. Et en fait... disons que cette nature qui constitue, encore une fois, ces conditions-là, c'est une nature qui est complètement, on dirait, anthropisée. C'est une nature qui a été transformée par les espèces humaines depuis 1,6 million d'années, et notamment par les usages humains du feu. Alors ça, c'est très important. Par exemple, l'Australie est un paysage entièrement façonné depuis 60 000 ans au moins, par les pratiques du feu, qui sont celles des aborigènes, et qui ont développé, je ne dirais pas des savoir-faire, mais des vraies sciences, parce que, en fait, ce sont des connaissances qui sont accumulées, qui sont transmises, qui reposent sur des observations. Ils arrivent à diriger les feux,
comment dire, à les moduler comme vous le feriez, vous, avec votre gazinière, si vous voulez. C'est vraiment incroyable, la subtilité de leur connaissance du feu. Donc, vous avez, par exemple, les plateaux, enfin, par exemple, les grandes plaines américaines sont aussi des paysages façonnés par le feu. Également, toute la Méditerranée est un paysage qui est issu des usages anthropiques du feu, etc., etc. Alors maintenant, je dirais qu'il y a deux attitudes qui sont absolument néfastes au maintien de cette coopération homme-nature, dont il a pu être question aussi à cette table, à savoir d'un côté l'idéologie, disons, de mettre la nature à la raison, de la dominer, de lui ôter son imprévisibilité, son altérité également, de la raisonner, c'est-à-dire de la mettre vraiment, de la placer sous notre contrôle. Et c'est vraiment, je crois, cette attitude dominatrice ou de maîtrise absolue, voire d'ailleurs de substitution de notre technologie à la nature, ce qui est le propre de l'agriculture industrielle dès les années 1830, c'est ça qu'on espère. C'est cette attitude-là qui est génératrice, en gros, du dérèglement climatique. C'est cette activité-là, ou cette croyance, si vous voulez, qui a produit le développement des gaz à effet de serre et la crise écologique dans laquelle on est plongé aujourd'hui. Mais à l'inverse, vous avez aussi, disons, ce qu'on pourrait appeler un préservationnisme, qui s'oppose à l'extractivisme, dont je viens de parler à l'instant. Et ce préservationnisme, il consiste à dire, non, mais finalement, la nature est notre modèle, et l'homme l'enlaidit, la déstructure, y est un intervenant tout à fait néfaste, voire fatal. Et donc, sanctuarisons la nature, voulons-lui un culte, idéalisons-la, et mettons-la sous cloche. C'est un peu la philosophie des parcs naturels, d'ailleurs, pendant un moment. Maintenant, ça a changé. Donc, mettons-la sous cloche, et puis tout ira très bien. Et en fait, le résultat est aussi le méga-feu. Parce que le résultat, c'est que ces forêts entretenues, ces forêts qui étaient, en relation avec une présence amie, avec une présence, effectivement, où les peuples sont aussi les élèves, et pas les maîtres de cette nature, toute cette forêt, finalement, elle est encombrée de combustible aujourd'hui. Quand vous voyez les forêts, même dans la Drôme, c'est effrayant, parce qu'elles sont encombrées de bois mort à cause de la pyrale du buis, par exemple, qui a tué un arbre sur deux. Par exemple, les forêts californiennes sont également encombrées de bois mort. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les Californiens? Par exemple, ils louent des troupeaux de chèvres pour entretenir les forêts qui sont soumises au risque du feu. C'est ce qu'on fait aussi en Corse. On réintroduit du pastoralisme. On crée justement des groupes de gens, et là je crois que c'est vraiment l'action dont il est question, qui vont démaquiser des maisons, qui vont débroussailler la forêt, qui vont l'entretenir. Il y a une expression aborigène, moi, que j'ai beaucoup admirée, qui est celle de country cleaning, de faire le ménage dans le paysage. Et voilà, je voudrais dire que c'est ça, finalement, la bonne attitude. C'est ça, la bonne manière d'habiter la planète Terre quand on est un humain et qu'on est en relation avec une certaine portion, finalement, de notre monde commun. Günther, est-ce que ça s'oppose, cette vision-là, à vous, justement, qui allez puiser toute votre inspiration dans la nature? Est-ce que là, il y a opposition entre Joël et vous, justement? Il n'y a aucune opposition. On a le droit de penser et d'agir dans une grande diversité. Et c'est nécessaire sur notre Terre. On a besoin de ça. Il n'y a personne qui a la solution. Il y a des solutions. Je vais sortir, il y a en quelques mois, un livre sur solutions plastiques. Mais moi, j'ai pris la position des solutions, des modèles d'affaires qui fonctionnent pour l'océan. Pas pour les investisseurs, mais pour l'océan. Alors, tâchons de trouver des solutions qui fonctionnent pour l'océan. Et je crois que nous, comme nous sommes dans un monde où on est habitué à la gratification instantanée, on pose question, on a réponse. On souhaite avoir quelque chose, on achète. Mais on oublie que ce qu'on achète et les réponses qu'on reçoit, ce sont des gens qui ont fait le plus de pubs pour que vous l'achèteriez. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui est complètement farfelu dans son dessin. Et c'est dans ce cas-là où nous avons besoin de commencer à retisser la logique, parce que la logique, c'est par exemple que nous avons lancé à La Ayoun, le sud du Maroc, on lance des rideaux des algues de mer, on met 2-3 rideaux et on va capter avec les rideaux les microplastiques. Quelle est la réaction des gens qui ont le fric? Ah non, c'est trop cher. Ah non, on n'a pas de budget pour ça.
Mais revenez d'ici un an quand vous avez un document bien écrit et publié dans Nature Magazine et vous êtes sur Nature, mais voilà, on va considérer un financement. À la ras-de-bol, hein, je n'ai pas de patience. Les microplastiques, il faut les éliminer dès maintenant parce que nous aurons au moins un siècle pour nettoyer ce qu'on a déjà mis là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Repenser, faire la logique. Alors aujourd'hui, nous installons au Japon et au Maroc les rideaux qui nous permettent de capter les microplastiques. On va faire la récolte des algues 2 fois par an et on les met dans un digesteur pour la fermentation pour en faire du biogaz. Ah! Du gaz à émission zéro. Ah oui, parce que la moitié reste dans l'océan. Alors j'ai capturé du CO2 et je suis en train de produire. Et alors dans les résidus solides de la digestion, de la fermentation des algues, je trouve des solides et inclus des phosphates. Ah, je n'ai plus obligé de faire les mines de phosphate à ciel ouvert parce que je les récupère maintenant de mes algues. Et les déchets qui restent, ce sont des microparticules qu'il faut détruire en pyrolyse. On ne peut pas les brûler. Il faut les détruire à pyrolyse parce que, pour une autre raison, l'industrie a une liberté totale de mettre des toxiques dans tous les plastiques sans devoir les déclarer. Incroyable, hein? 2020, hein, je ne parle pas de 1964 avec Rachel Carson. Je parle d'aujourd'hui que l'industrie a la liberté de mettre ce qu'ils veulent sans le déclarer parce que c'est une compétitivité. Le secret. Ils sont concurrents parce qu'ils savent mettre de la merde là-dedans. Il y a la liberté de le faire. Alors moi, quand je reçois les microplastiques, mesdames et messieurs, je récolte aujourd'hui 5 kilos de microplastiques avec mes programmes de microalgues par hectare. On dit, ah, c'est rien, ça vaut la peine. Non, non, ce sont 10 milliards de pièces. Hein. Ce sont 10 milliards de pièces. Et moi, je me propose de faire au Maroc 3000 km² et en 100 ans, j'aurai libéré toute cette zone de microplastiques. En 100 ans. Comme vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut avoir cette vision de 100 ans. Mais en plus, si je fais les 3000 km², j'ai le Maroc autosuffisant en énergie. 0 émission. Et je remplace les mines ciel ouvert par la nature qui me donne les phosphates. Alors c'est comme ça qu'il faut penser. Mais maintenant, quel est le grand problème? C'est que les grandes écoles comme INSEAD, où je vais parler ce soir, les grandes écoles comme INSEAD disent non, focus, core business, mesdames et messieurs. Core business. Supply chain management. Il faut avoir supply chain management, et si vous avez le supply chain management, alors vous allez arriver à une marge bénéficiaire beaucoup plus élevée. Et alors le gaz? Ah non, 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 vous êtes dans les algues, monsieur, vous n'êtes pas dans les gaz. Ah, et les phosphates? Ah non, 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 si vous êtes dans le gaz, vous n'êtes pas dans les phosphates. Mais messieurs, mesdames et messieurs, la nature ne pense pas comme ça. La nature, tout est écosystème. Et si nous ne développerions pas les modèles d'affaires concurrentiels qui ont plus de cash flow et plus de bénéfices, qui sortent de cette corsette du core business et du plan stratégique, etc., eh bien, nous sommes fichus. Fichus. Parce que malheureusement, tout le système financier est branché sur cette logique-là. Il faut qu'on change. C'est pour ça qu'on a besoin des gens qui disent non. Je refuse. Mais je refuse pas seulement, je refuse, mais je fais. Et c'est là où il y a la nécessité d'avoir des plateformes comme aujourd'hui pour inspirer les gens de changer les modèles d'affaires. Les entrepreneurs qui demain qui n'opèrent pas des modèles d'affaires écosystémiques, comme un écosystème fonctionne, eh bien, nous n'avons pas de futur et nous restons dans les mains des venture capitalistes américains, des BlackRock, fonds de hedging, etc. Et on ne s'en sort pas. Mesdames et messieurs, tous les projets que j'ai faits jusqu'à présent, 204 projets, n'ont jamais été financés par une banque, par un venture capital, par un hedge fund. C'est même aujourd'hui pour nous la priorité. On ne parle pas avec eux. C'est temps perdu. On ne parle qu'avec des gens qui sont prêts d'investir dans un légat. Quel est le futur que vous souhaitez? Les investisseurs que nous avons dans notre grand projet Novamont, les glyphosates, je suis producteur de substituts de glyphosate avec chardon. Mesdames et messieurs, le chardon, vous connaissez le chardon? C'est une mauvaise herbe. Le mauvaise herbe qui est le plus attaqué par les glyphosates. Eh bien, moi je fais des substituts de glyphosate avec le chardon.
C'est la revanche des chardons. Alors, le chardon, il est prêt. Quel est mon problème? J'ai maintenant les produits depuis 6 ans. Je fabrique les substituts de glyphosate avec les chardons et je fabrique dans des usines qui sont des anciennes usines pétrochimiques et je les ai convertis en biochimie. Mesdames et messieurs, j'en ai 5. Hein. Ce n'est pas un projet, j'en ai 5. Quel est mon problème? Eh bien, en Belgique, il faut que je demande une homologation de mon produit pour application pour des pommes de terre. Eh bien, mesdames et messieurs, je l'ai obtenu après 5 ans. Malheureusement, pour la France, il faut que je réapplique. Et je passe 5 ans pour voir, parce que les pommes de terre en France ne sont pas les Belges. Vous savez, les frites, vous connaissez un peu le problème des frites et des Belges. Mais quand même, c'est incroyable. Je fais les fruits et légumes en Italie et mon permis pour les mets et les pommes de terre ne s'applique pas en France. En Bretagne, il faut avoir autre homologation. Monsanto a un permis pour 5 ans pour toute publication dans 28 pays. Une décision. C'est incroyable. Alors, mesdames et messieurs les innovateurs, et c'est pour ça que je dis, je le fais. Je rate-bol. Qu'on me met en prison, qu'on me met en prison. Qu'on m'attaque et qu'on me donne des amendes, comment on fait? Mais il faut quand même dire non à ça. C'est-à-dire que j'ai fait la proposition à l'ancien ministre de la transformation écologique en France, l'ancien, et je lui ai dit, mais voilà, je peux mettre 3-4 usines, des substituts de glyphosate, j'ai seulement besoin de chardon. Il a dit, fantastique Günther, je t'adore. Qui a dit à l'administration? Niet. Niet. J'ai demandé qu'on me propose 3 usines de Total qui sont vraiment en faillite. Il en a un. Je peux même vous donner le doigt là-dessus. Vous me donnez les usines, je transforme le chardon en substitut de glyphosate afin que le président puisse quand même respecter sa promesse qu'après 2022, plus de glyphosate. Le système est organisé que ce n'est pas possible. Et on va arriver à 2021 et dire mais ce n'était pas possible parce qu'on n'a pas de substitut. Ah non, on n'a pas de substitut, parce qu'on n'a pas voulu. Alors là, on a besoin des gens qui disent ras-de-bol, plus de ça. Faisons réunion, table ronde l'année prochaine ici, et on demande, on exige que tous les gens qui ont des substituts pour le glyphosate se réunissent, et on dit, foncez, foncez. Alors, Günther, vous interpellez beaucoup, justement, mesdames et messieurs, qui sont ici autour de la table. Je propose qu'on laisse, justement, quelques minutes la parole à l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions, justement, par rapport au point de vue que l'on a autour de la table? Parce qu'il nous reste 25 minutes et Günther doit partir à Fontainebleau à 16h pile, justement à l'INSEAD. Donc... Imaginez-vous, après 38 ans, j'ai fait l'INSEAD, je suis sorti en 82, et je ne sais pas comment ils ont osé de m'inviter. Je vais encore mettre une autre veste là-dessus pour être très très cool. Mais vous imaginez, l'INSEAD me fait parler, et la première chose que je vais leur dire, que j'ai ras-de-bol des MBA. Ça ne sert à rien d'avoir des MBA aujourd'hui. Il faut avoir des masters dans la brillance de la nature. Master of the beauty of nature. Alors là, ce sont les masters. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un... Oui. En appuyant sur le bouton rouge devant vous, vous pouvez prendre la parole. On vous entendra, en fait, c'est tout. Ouais. Je pense qu'ici, il y a apparemment une majorité des personnes, à l'instant, qui sont conscients du fait que nous sommes dans un paradigme où on a pensé dominer la nature et aussi dominer d'autres peuples. À côté de chez nous, je pense qu'il y a une autre salle où le titre le sujet, c'était l'argent va sauver le monde. C'est ce matin, oui. Oui. Non, c'est actuellement. Donc, actuellement, ça se passe. Donc, vous avez la coexistence de ces deux choses ici, en même temps. Et depuis que je suis ici, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de schizophrénie. C'est qu'à la fois, on est conscient
de l'urgence climatique, l'urgence biodiversité, etc., etc. Mais à la fois, on est en train d'instrumentaliser cette situation pour continuer à faire du business, pour faire plus de l'argent. Voilà. Je vous avais dit qu'on allait tous être malades en sortant d'ici, on va tous être schizophrènes, effectivement. Comment réussit-on justement à concilier ces deux aspects de notre société, une salle comme ici, et puis les personnes juste à côté qui sont habillées comme nous, qui sont des humains comme nous, et comment on peut concilier tout cela? Romain? Bon, on sait tous. Je crois que c'est un problème de temporalité. Hein. Tous ces gens veulent faire du business à court terme parce que ça rapporte maintenant, sans s'occuper de, comme dit, la fin du mois, la fin du monde. Et aujourd'hui, comment on arrive à réconcilier notre pensée, notre vision stratégique, non pas à 10 ans, à 5 ans, au PNL de l'année prochaine, mais à l'Europe dans 2050, au monde dans 2100. Parce que c'est sûr que si on doit changer tout d'un coup pour que dans 2025 ou 2030, le monde ait changé, on a perdu d'avance. Hein. Par contre, si on dit on change le monde en 2050 ou en 2080, on a le temps de changer notre façon de vivre, de consommer. À partir du moment où on a une vision partagée. Et aujourd'hui, la seule vision partagée sur cette planète, c'est le business, c'est le bénéfice à court terme qui détruit tout ce que notre nature peut nous offrir tous les jours. Comment demain on est ensemble? L'ONU, on n'y arrive pas, les COP 28, 26, effectivement, on n'y arrive à rien. D'ailleurs, l'Australie même, à la COP 25, a été celle qui a refusé l'ambition des crédits carbone et du marché carbone, qui s'est mis à cramer le lendemain de la COP 25. Alors après, on dit aussi qu'on a des mécanismes psychologiques, justement, qui font que notre cerveau a des centres de récompense qui sont récompensés par les choses qui vont nous amener un bénéfice immédiat, et que c'est pour ça qu'on est plus dans une vision à court terme que dans une vision à long terme pour laquelle on ne va pas ressentir cette récompense. Donc là, il y a aussi peut-être anatomiquement, physiologiquement, quelque chose qui nous empêche d'agir et de voir plus loin. Joël, qu'est-ce que vous vouliez dire, vous, par rapport à cela? J'ai envie de citer, puisque j'enseigne la philosophie, de citer Spinoza qui dit d'un côté l'homme sage ne pense à rien moins qu'à la mort et sa philosophie est une philosophie de la vie et non de la mort. Mais il dit aussi que les passions ne peuvent être vaincues que par des passions supérieures, plus fortes, et que c'est pas la raison qui peut vaincre les passions. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette combinatoire-là qu'on pourrait imaginer mobiliser aujourd'hui. C'est-à-dire que la crainte de mourir n'entre pas dans le système de la vie. Et il y a comme une étanchéité finalement entre la pensée de la vie et la pensée de la mort. Cette étanchéité, on le voit au niveau de la prévention des risques, même des risques sanitaires, le sida, enfin n'importe quoi. C'est-à-dire que ou le fait de fumer, de fumer des cigarettes, je veux dire qu'effectivement il y a une forme de frontière infranchissable entre ce dont vous parliez, la satisfaction en quelque sorte d'un côté, immédiate, la satisfaction à très court terme, la boucle, et puis de l'autre côté, l'anticipation d'une frayeur. Mais par ailleurs, je pense que justement la passion qu'on pourrait substituer à celle du business, à celle de la cupidité finalement, parce que c'est Picsou, quoi. Le monde est gouverné, comme vous l'avez dit, avec tout à fait de justesse, par une espèce de folie qui est celle de l'accumulation, en fait. C'est même pas la dépense, c'est vraiment comment faire grossir le tas d'or, quoi. Bref, donc pour en sortir, hein, je pense que le plaisir de faire des choses ensemble, ce qu'on appelle aujourd'hui la sociabilité, ou ce qu'on peut appeler aussi la convivialité, il y a eu des textes qui sont sortis récemment sur cette question-là, peut combattre en quelque sorte cette passion finalement assez triste et assez égoïste qu'est la cupidité, parce que le cupide est toujours en manque en quelque sorte. Alors que le fait de faire des choses ensemble, ça comble de joie. Et je crois qu'il y a aussi à revisiter la citoyenneté de ce point de vue. La citoyenneté démocratique, si vous voulez, elle était inventée dans le cadre de ce qu'on appelle se gouverner sans un maître. C'est ça, la démocratie, fondamentalement. Et critiquer, s'opposer, etc., c'est un moyen pour se gouverner sans un maître, pour garder cette indépendance et cette liberté-là. Et on peut aussi parler d'autogouvernement. Or, c'est très précisément ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, alors je reprends mon affaire de feu, mais on pourrait appliquer cette idée à n'importe quelle situation. Je veux dire, aujourd'hui, on a oublié, en quelque sorte, que
la citoyenneté est destinée à la création d'espaces communs, à la préservation d'espaces communs, ce qu'on appelle les communs aujourd'hui. On l'a complètement oublié. Et cette création d'espaces communs, ça peut être effectivement de nettoyer la mer, ça peut être de planter de végétaliser une rue, ça peut être tout ce que vous voudrez, si vous voulez, mais de faire des choses ensemble de manière profitable à ce qu'il y ait, non pas accaparement, mais au contraire création d'espace pour les générations futures. Voilà, à mon avis, ce qui est le cœur même de la citoyenneté et ce qui procure énormément de satisfaction. Dès que les gens font des choses ensemble, ils respirent. Ça, c'est aussi, Jean-Pierre, c'est ce que vous dites également quand vous parlez de percolation, justement, de toutes les actions de chacun, en fait, de cette solidarité qui existe. Ouais, la percolation en physique, c'est quand un système bascule d'un état à un autre à partir non pas d'un changement macroscopique, mais d'un petit changement microscopique. On le voit dans le ferromagnétisme, par exemple, on peut passer d'une polarité à une autre. Et aujourd'hui, on voit que l'envie de changer, elle est partout, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est l'activer, et que de ça, les business models, ils changeront le jour où les gens n'achèteront plus certaines choses, où les gens feront attention à certaines choses, et où se concentreront sur d'autres choses. Et c'est ça qu'il faut arriver à activer. On est dans une relation... voilà, avec le futur qui est très particulière. Aujourd'hui, les gens ne pensent plus le futur. Nous, c'est ce qu'on fait dans cet institut de prospective, là, l'Institut des futurs souhaitables, de penser parmi tous les futurs lesquels sont souhaitables. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à penser le futur pour libérer le présent. Parce que, par exemple, moi, je me réfère souvent à Doctor Strange dans Avengers, les ados qui sont derrière apprécieront. Dans le film Infinity War, à un moment, Doctor Strange, qui a une capacité à scanner les futurs, il scanne 13 millions de futurs et il dit qu'il n'y en a qu'un seul dans lequel les Avengers gagnent. Et en fait, nous, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul futur, probablement, dans lequel on gagne, mais c'est celui où on s'y met tous, quoi, tu vois. Et dans le deuxième épisode des Avengers, ils s'y mettent tous et ils arrivent à vaincre Thanos. Et c'est vraiment ça, le truc d'y aller ensemble, c'est de se dire, on est tous membres de cet équipage de la planète Terre, on a tous un rôle d'intendant et non pas de passager, et avec un petit rôle ou un grand rôle, et d'arriver à faire ensemble. Et effectivement, le cœur, c'est de faire, quoi. C'est-à-dire le critiquer, commenter, se lamenter, etc. On n'a plus le temps pour ça, et en plus ça ne propose pas des passions qui sont agréables. Et si on fait des choses, il y a une notion de succès, il y a une notion d'inversion de normes sociales, où on verra que justement ce sont ces gens qui sont aujourd'hui dans l'invisible, qui deviendront les nouveaux visibles, qui peuvent justement nous laisser imaginer qu'un grand élan où tout le monde fait est là. Mais on est trop attentiste, on regarde ça comme un spectacle. Alors quand est-ce que, alors pour l'instant tout le monde adore Greta, après ça va être le feuilleton, quand est-ce qu'elle va se faire dézinguer. C'est un spectacle, quoi, ce truc-là. Et c'est très bien le rôle qu'elle a. Et effectivement, si demain, elle tournait le dos aux politiques, elle parlait aux entrepreneurs, aux innovateurs, aux inventeurs, à tous les gens qui sont là, en leur disant, bon, écoutez, les autres, de toute façon, ils n'écoutent pas. Donc maintenant, je vais vous encourager, vous, à y aller. Ça serait fantastique, quoi. Mais il n'y a pas besoin d'une Greta pour ça. C'est le futur qui nous dit ça. C'est à nous de nous engager tous. Et ça ne marchera pas. Il y a tout à réinventer dans tous les pays. C'est beaucoup de travail quand même. Donc, on a une question, madame. Bonjour, mon nom est Christine Garnier. J'ai une petite remarque à faire. Effectivement, je me suis rendu compte que faire, ça rend vraiment heureux. Parce que j'ai la chance de pouvoir faire tout simplement. J'habite au bord de la Seine, pas loin de la mer, à Côte-Bec-en-Caux. J'ai vu Tara à Côte-Bec-en-Caux, ça m'a rempli de bonheur. Et depuis un certain temps, je me suis habituée, quand j'arrive, je suis là où il y a la cale et qu'il y a eu la marée haute, on a marée basse, il y a tout plein de saletés, tout plein de polystyrène, des mégots, des trucs de sucettes, des bâtonnets, des bouteilles, des canettes. Eh ben, j'ai un sac avec moi et des gants et je ramasse, et au moins ça, ça ne va pas rentrer. Alors, il y en a qui me disent c'est dérisoire, je m'en fiche, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qui va quand même servir. Et voilà. Bon. Merci. Merci pour votre témoignage. On a une question. Oui. J'avais encore autre chose hier, dans une autre table ronde. Monsieur parlait, un intervenant, des seniors et de tout ce qu'ils font et de ce qui n'est pas du tout vu par les gouvernants, etc.
et que si ils faisaient la grève, par exemple, et qu'ils n'allaient plus chercher leurs petits-enfants à l'école, et qu'ils n'allaient plus s'investir dans les associations, tout d'un coup, il y aurait un manque énorme d'heures de travail. Je crois qu'on était à peu près à 60 millions, ou plus que ça, peut-être même 80 millions d'heures de travail par an. Et peut-être que ça serait, il y aurait une possibilité, peut-être que les citoyens fassent grève pour certaines choses, pour réussir à faire changer les politiques. Je ne sais pas. Monsieur, oui. Oui, Bertrand Séné, donc je suis économiste, écologiste. Je voulais revenir en fait sur la question du financement qu'a soulevé Günther Pauli. Il y a souvent une confusion en fait dans nos esprits sur les questions de business, de financement, etc. En fait, quand on parle de rentabilité, par exemple, on parle d'activités qui sont financées par des paiements individuels. Donc, par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de ramasser du bois mort dans les forêts, ce qui est certainement indispensable. Effectivement, il n'y a personne qui va vous payer individuellement pour ramasser le bois mort. Donc, il faut à ce moment-là avoir un financement collectif. Aujourd'hui, ça se fait par des impôts, ou justement, ça ne se fait pas parce qu'on ne veut pas consacrer trop d'impôts à ce genre de choses. Et on a vu que les pompiers australiens disaient que les budgets avaient été réduits. Et donc, on a besoin, en fait, pour avoir une économie durable, de pouvoir financer tous les projets, et je dis bien tous les projets, qui vont aller dans le bon sens. Et ça veut dire qu'il faut arrêter de penser qu'on pourra faire appel simplement à des gens qui ont de l'épargne. Non, demain, on va avoir besoin de créer de la monnaie, quand on en a besoin, si justement l'épargne n'est pas suffisante. Donc il faut imaginer, en fait, tous les systèmes de financement, demain, qui permettent d'atteindre les buts qu'on s'est fixés. Et il faut complètement métamorphoser le système financier. Une réaction, Günther? Alors, sans démarrer avec un cours sur le financement ou un cours que je donne quelques fois par an, le cours s'est intitulé « Comment monter mon entreprise sans fric et sans expérience ». C'est ça ce qu'il faut apprendre. Il faut apprendre comment monter l'entreprise sans argent, sans expérience. Parce qu'on a besoin de l'innovation. Précondition que vous faites vraiment du bien pour la Terre, c'est que vous n'avez pas d'expérience. Parce que vous avez de l'expérience, vous faites des choses qui sont déjà du passé. C'est la raison pour laquelle j'enseigne. Et la première règle, et après on peut en parler d'autres, mais première règle, c'est que vos premiers clients sont vos premiers investisseurs. Quand on récolte le marc café dans un restaurant, c'est le restaurant qui achète les champignons. Point fini. C'est pour ça qu'il n'y a pas de risque et c'est toujours de succès. Parce que le premier client est mon premier investisseur. Et c'est simple, on peut le faire tout le temps. Et c'est la collectivité, c'est le noyau local que nous sommes en train de tisser et qui nous permet qu'il y ait des actions et tout d'un coup on commence à continuer. Alors, ces règles-là, très importantes. Mais il y a une deuxième règle que j'enseigne dans ce cours, c'est qu'il faut démarrer, comme il a été dit, avec la fantaisie. Vous démarrez avec pure fantaisie. Parce que la fantaisie se traduit en vision grâce aux sciences. Et la vision se traduit en projet concret grâce au modèle d'affaires. Alors nous avons besoin de nourrir les jeunes avec toutes les fantaisies et bien entendu de les orienter, piloter. Comment est-ce qu'on peut quand même construire une vision pour mon avenir? Et alors après, c'est le reste de ma vie, je vais le faire. Et bien, mesdames et messieurs, je vous assure, moi j'ai su réaliser mieux que mes rêves, mieux que ma fantaisie. C'est ça ce qui est le résultat d'une collaboration avec des autres. Et je crois que c'est ça. On enseigne la concurrence tout le temps, on n'enseigne pas du tout les intelligences émotionnelles qui nous permettent de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Dans la nature, un arbre peut dire « les vers de terre, je ne les aime pas ». Je ne les aime pas parce que je ne connais pas quelle est la tête et quelle est la queue. Je n'ai jamais osé demander. C'est pour ça que je ne les aime pas. Vous savez que c'est le grand problème chez nous. On souhaite avoir réponse simple, instantanément, et on ne prend pas le temps de se questionner sur comment est-ce que ce ver de terre bouge, quand même, et quelle est sa queue, quelle est sa tête.
Et si on n'ose pas d'avoir ça dans notre éducation naturelle de tous les jours, qu'on continue à poser des questions sur lesquelles on a toujours répondu avec d'autres questions, et mesdames et messieurs, il n'y aura pas de vision. Il n'y a pas de vision. Parce que le cœur des sciences, c'est qu'on pose des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Ça, c'est le futur. Et c'est ça ce que je souhaite qu'on fasse tous, tout le temps, mais avec cette schizophrénie. Je suis parfait schizophrène, hein, je suis content, hein, je n'en ai aucun problème. Il faut arrêter d'en faire un problème. Il faut arrêter parce que j'ai besoin de finances. Il n'y a rien à faire. Mais il faut qu'on transforme les finances afin qu'il n'y ait pas un banquier qui parle, pas un venture capitaliste qui parle et qu'il n'y a pas des hedge funds qui parlent. Mais des gens qui ont quand même le désir de changer le monde. Et on utilise l'argent disponible. Si je peux répondre à ce que vous venez de dire, je pense qu'il y a un autre problème. On a, disons, que des capacités limitées. On n'est pas... Donc, avec l'énergie qu'on a, comme vous dites, il faut faire. Est-ce que ce faire, ça inclut la lutte contre les pouvoirs qui existent et qui vous ont empêché, par exemple, de réaliser le glyphosate en France? Pour être très concret, je ne fais pas la lutte. Je suis pacifiste entier. C'est-à-dire que la lutte, je ne fais pas. Je me mets comme surfiste sur les vagues. Je ne vais pas faire les vagues, mais je serai surfiste sur les vagues. Et la philosophie du futur, c'est qu'on est surfiste. On reconnaît là où il y a l'énergie, on se met sur les vagues. Et jamais je me bats avec un politicien ou avec un entrepreneur qui est contre, qui ne souhaite pas, qui défend, qui fait de lobby. Je ne fais pas. Je ignore ces gens. Parce que la meilleure réponse, c'est de les ignorer. Et de faire, et de rassurer qu'on avance. Alors, il nous reste à peine 10 minutes, donc on va prendre encore 3-4 questions, pas plus, et des questions courtes, si possible. Madame au fond, oui. Bonjour. Et des réponses courtes, bien sûr. Bonjour. Alors, moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Hein. On ignore, voilà, on n'a pas besoin des financements, il faut faire. Quid de l'épuisement de tous les entrepreneurs, de toutes les personnes qui s'investissent par passion, par engagement, par... volonté de changer le monde et de fédérer autour d'eux, comment on fait? Moi, j'y arrive pas, là, perso. Je comprends pas, en fait, tout ce qu'il faut faire. Gunther, je pense que vous avez je sais pas, il y a une recette magique, je pense. En sorcière, je devrais comprendre, mais là, tout de suite, j'y arrive pas. Je comprends pas. Je vous invite à Novamont, en Italie, Novara, et vous verrez comment des gens, 187 personnes, ont maintenant déjà développé plus de 1200 brevets dans tout ce qui est le chardon et les plastiques biodégradables et la chaîne nouvelle. Il faut construire une vision basée sur une fantaisie et les gens s'inscrivent. Heureusement, quand on déclare et on fait connaître ses intentions, les gens rassemblent et font. Je n'en ai pas eu de problème jusqu'à présent. Alors venez. Monsieur. Il vous a invité, hein. Il vous a invité. Alors, moi, je suis Jean-Luc Fessard, Association de bons pour le climat. Et je suis un peu embêté parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de dire il y a un débat qui est super et le précédent, il n'est pas bien. Moi, j'étais ce matin dans le débat où sur l'argent va sauver la planète. Et je vous assure que ce n'était pas contradictoire avec ce qu'on me dit dans cette salle. Et je vous rassure, madame, il y a des gens dans le monde de la finance qui sont en train de changer complètement leur logiciel et qui sont prêts à aider des entrepreneurs, etc. Parce que donc ça existe aussi, hein, c'est-à-dire que on peut s'en passer, mais c'est vrai que quelque part ça peut être utile. Et donc c'était ça qui était l'objet du débat dans cette salle, et c'était passionnant également d'entendre ça. Oui, madame, une question courte. Voilà, mon fils qui a 22 ans me parle d'hydrogène depuis qu'il a 12 ans. Ma fille est devenue chef de projet éolien et nous, avec mon mari, on a muté, on est allé s'installer à la campagne. Enfin bref, après avoir rencontré Pierre Rabhi, on vit d'une manière très alternative. Ma question, c'est pour mon fils. Gunther Paoli, qu'est-ce que vous pensez de l'hydrogène pour le futur? Je l'invite sur notre bateau. Nous avons le premier bateau du monde qui fait le tour du monde qu'avec l'hydrogène, avec l'eau salée de l'océan. Alors qu'ils rejoignent. Rendez-vous. Ben voilà, on va. On fera circuler les cartes de visite après, alors.
Allez, une question de la jeune génération, justement. Alors, il y a un micro qui arrive. On en a beaucoup parlé, on les a peu entendus jusque-là. Alors, je voulais savoir, vous tous, comment ça vous est venu, cette volonté de changer les choses, l'envie de vouloir aujourd'hui agir pour le monde, pour les générations futures? Alors, peut-être une personne va répondre, parce qu'on ne va pas avoir le temps de... Jean-Pierre, votre déclic. Parce que ça rend heureux. Exactement. Parce que ça rend heureux, parce que ça me rend heureux tous les jours. Parce qu'il faut essayer un moment, alors. Et bien sûr, c'est difficile. Et bien sûr, il faut être optimiste, il faut être né optimiste, j'ai peut-être envie de dire. Mais moi, je suis un marin, j'ai l'humilité d'un marin, j'ai aussi le bon sens d'un marin. Et aujourd'hui, le bon sens, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je suis heureux pour ça. Je crois que c'est ça qu'il faut chercher dans la vie, être heureux dans ce qu'on fait tous les jours. 12 heures par jour, toute sa vie. Même s'il vous emmerde la moitié du temps. Jean-Pierre, vous êtes heureux aussi dans votre démarche? Je pense que le bonheur, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la façon d'agir pour ne pas s'épuiser, et la joie et la vision. Et plus votre vision sera rayonnante, plus vous atterrez des gens rayonnants. Mais sur l'engagement, pour moi, c'est vraiment le jour où j'ai compris que les rêves que j'avais, d'autres ne les avaient pas, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou pas que ceux des autres. Et c'est là où vous dites, c'est à moi de faire ce truc. Et ce jour-là, vous engagez. Et puis moi, le truc c'était petit, les espèces disparues. C'était vraiment quand j'avais les livres sur les espèces disparues, ces espèces de catalogues de biodiversité incroyable qui quittaient le monde, ce vaisseau, à jamais. Ça m'a complètement révulsé. Et j'avais 5-6 ans et ça m'a toujours drivé pour protéger le vivant et permettre que cet équipage... Donc l'émerveillement ne suffit pas alors. Ouais. Parfois, il faut aussi... Ouais, mais l'engagement, il part quand même au départ des blessures que le monde a et d'une volonté de penser ces blessures, penser avec les 2 orthographes, quoi. Donc, voilà. Alors on a une autre question, peut-être 2 dernières questions et puis on clôturera cette table ronde. Merci beaucoup déjà pour cette envie que vous nous donnez de faire. Du coup, j'ai qu'une seule envie, c'est de faire maintenant. Et est-ce qu'on ne commence pas à s'organiser là? Est-ce qu'on ne sortirait pas de cette salle avec une feuille où on écrit tous notre adresse mail et je ne sais pas, je suis prête à prendre le truc en main de tous envoyer un mail demain. Mais est-ce que justement ça ne commence pas maintenant? J'ai l'impression qu'on a une énorme connexion ici. Est-ce qu'on signe pas, est-ce qu'on met pas nos mails sur cette feuille et on se revoit pas la semaine prochaine pour, je sais pas, commencer à parler solutions et s'organiser vraiment? D'accord. On la fait passer, on fait passer la feuille et qu'un maximum de personnes mettent leur mail. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est pour revenir un peu sur le sujet de la nature, j'avais une question par rapport au fait que la nature, à qui elle appartient finalement? Parce que, en fait, tout le monde aimerait qu'elle soit protégée, mais il y a beaucoup de destructions qui sont faites. Et par rapport à ça, j'aimerais savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des sanctions pour les gens qui détruisent la nature. Alors, sans nous demander forcément... C'est une très belle introduction pour la future table ronde juste après. La nature comme personne morale, point d'interrogation. Okay. On en parlera peut-être plutôt justement dans la seconde table ronde, parce que là, on entre dans un nouveau débat et malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Allez, il nous reste 2 minutes. On prend une dernière question, peut-être. Bonjour, je m'appelle Paul, c'est vis-à-vis de la fusion nucléaire. Est-ce que vous êtes optimiste et pensez-vous que ça réglera tous les problèmes énergétiques et plus globalement environnementaux? Alors, qui veut répondre? Il y a tant d'autres possibilités de transformer notre consommation énergétique dans un système décentralisé. Et je crois que le plus important, ce n'est pas de trouver des solutions hautement techniques, il faut être simple. Les solutions futures sont des solutions simples. J'aimerais bien vous mettre pour votre propre recherche sur une voie qui s'appelle le cerf-volant, avec un yo-yo qui me permet d'avoir énergie éolienne baseload. Je cherchais ça sur Internet et quand vous voyez ce on peut faire avec un cerf-volant et avec un yo-yo, vous dites pourquoi je vais me perdre mon temps avec la fission.
Merci Günther. On arrive au terme de ces 90 minutes. Je vous avais promis qu'à 16h, on aurait terminé. Il est 16h pile. Quelques petits mots de conclusion juste pour un bref résumé de tout ce qu'on a vu ensemble. Moi, je vais retenir ce qu'il y avait de positif, puisque je vous ai promis qu'on ne sortirait pas de cette table ronde atteint de solastalgie. Donc j'espère qu'on a tous plutôt cette envie de faire. Donc voilà, écoutons nos envies, faisons, écoutons notre passion. On a eu aussi la révolution, nous voulons des coquelicots, je pense qu'on veut aussi des chardons, on veut des algues. Et je crois que voilà, on a eu une table ronde extrêmement passionnante grâce à vous quatre, grâce à votre attention et à vos questions. Et je suis sûre qu'on sort de là différent après ces 90 minutes. Donc merci à tous, vraiment. Merci à vous.